Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe que reçoit aujourd'hui Dr Abdourahmane Ba. Il est statisticien, docteur en management, expert en développement international, suivi évaluation, management, évaluation des politiques publiques. Docteur a écrit beaucoup d'articles scientifiques et même des livres sur le développement, sur l'économie. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement vient de mettre en place ce qu'ils appellent le plan de relance de l'économie économique et sociale. Quelle est votre appréciation de ce plan ? Merci Alassane pour l'invitation. Oui, effectivement, le gouvernement vient de lancer le plan de redressement économique et social le 1er août. Ce plan fait suite donc à une situation macroéconomique catastrophique du Sénégal, donc déficit budgétaire 14% et aussi taux d'endettement qui dépasse les 118%. Mais il faut d'abord reconnaître que tout le background du plan de redressement était déjà connu avant la déclaration de politique générale du Premier ministre. Donc globalement, c'est des redites, mais l'essentiel des mesures qui sont là-bas était déjà annoncé dans la déclaration de politique publique, qui est le document de référence pour nous les évaluateurs. Mais aussi, le plan a tardé à être publié, parce que quand même, depuis 16 mois que le gouvernement est aux commandes, quand même, nous trouvons véritablement très en retard ce plan de redressement qui devait venir depuis le premier rapport d'audit par la Cour des comptes. Ça, c'est le background. Maintenant, dans le contenu, je crois que le plan n'est pas faisable. Pourquoi? Voilà, d'abord, le rendement fiscal du Sénégal, je pense qu'il n'a pas été très bien pris en compte dans l'élaboration des différentes stratégies. Par exemple, 2111 milliards de fiscalité additionnelle et à peu près 1100 milliards de libération de certains acquis de l'État, domaines fonciers, etc. Mais cependant, il faudra dire que déjà la pression fiscale au Sénégal est à 18%. Et ce plan suppose qu'on fasse un bond de pression fiscale au-delà de 20% d'ici 2027. Et tout le monde sait que la pression fiscale progresse de façon extrêmement lente au Sénégal. Donc je pense qu'ils n'ont pas pris en compte la contrainte de la pression fiscale, qui est le pourcentage de recettes fiscales par rapport au PIB. Mais l'un des arguments du gouvernement, c'est qu'ils disent qu'au Sénégal, beaucoup de gens échappent au fisc, ne payent pas le fisc. Oui, effectivement, c'est parce que le système de recouvrement n'est pas performant. C'est parce que le système de recouvrement n'est pas performant. En réalité, il fallait agir sur le code des impôts et le système de recouvrement pour le rendre optimum. Mais ajouter des taxes, c'est comme si, par exemple, ils n'ont pas tenu en compte nos limites en matière de pression fiscale. Quelles que soient les acrobaties qu'on puisse prendre, quel que soit ce qu'on puisse faire, on ne peut pas dépasser 24% de pression fiscale en Afrique. Et les deux seuls pays qui l'ont fait, qui ont atteint 24, Afrique du Sud, Cap-Vert. Pourquoi? Parce qu'ils ont des systèmes de recouvrement et une ingénierie administrative performante. Donc c'est ça, c'est les exonérations qu'il faudrait réduire, c'est de maximiser le recouvrement, mais ajouter des taxes, des fiscalités dans le tabac, les visas des non-africains, etc. C'est des mesures à la longue qui sont improductives. Pourquoi? Oui, parce qu'ils n'ont pas aussi tenu compte de l'élasticité fiscale du Sénégal. Au dernier calcul, notre élasticité fiscale à court terme est de 0,5. Ça veut dire que si le PIB augmente de 1%, la pression fiscale augmente de 0,5%. À long terme, nous pouvons atteindre 1,1. Ça veut dire que le PIB augmente de 1%, la pression fiscale augmente de 1%. Mais ça, c'est long terme. Ce n'est pas 3 ans. Et l'autre chose, c'est que le schéma qu'ils ont actuellement, quand on le regarde du point de vue économétrique, ça veut dire qu'ils supposent que l'élasticité fiscale d'ici 2027 va progresser jusqu'à 1,2, ce qui est véritablement
pas faisable du tout. Donc je pense qu'ils n'ont pas tenu en compte dans les calculs macroéconomiques de tous les paramètres, de toutes les contraintes pour faire le schéma. Oui, et le gouvernement parle de renégocier les contrats miniers et pétroliers, qu'il faut que dans ce secteur-là, il y avait beaucoup de fisc qui échappaient à l'État du Sénégal. Oui, mais en réalité, ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce qu'ils vont faire renégocier de certains contrats qui étaient déséquilibrés, mais c'est quelques milliards. Même si vous regardez les contrats, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est de réduire la subvention dans le secteur de l'énergie. Ce qu'il faudrait faire, c'est de réduire la taille du gouvernement. Ce qu'il faudrait faire, c'est de réduire la taille de certains départements. Parce qu'il faut faire beaucoup d'économies dans le rétrécissement du système public pour le rendre plus performant et plus efficient. Mais la subvention dans l'énergie, il faut peut-être la cibler. Parce que peut-être qu'il y a, le FMI a toujours dit qu'il y a des gens qui bénéficient de la subvention alors qu'ils ont les moyens de payer l'électricité. Qu'on doit orienter peut-être la subvention aux ménages les plus faibles. Ça, c'est une excellente question. Je pense que la question n'est pas de réorienter les subventions vers les ménages les plus faibles. La question, c'est de réorienter les subventions dans les PME, PMI qui ont besoin de l'énergie pour créer de l'emploi. Parce que c'est ça la théorie. C'est-à-dire quand on fait de la subvention, l'État ne peut pas faire de subvention tout le temps quand il n'a pas un système productif. C'est le système productif qui crée les richesses. Donc il faut amener l'énergie à ceux qui produisent. À ceux qui produisent. Les PME, PMI qui ont besoin de décoller, qui ont un certain nombre d'employés, plus de 10 employés à 50 employés, ces gens, les factures d'électricité coulent sur leur épaule. Et ce sont ces gens qui en fait, conduisent l'économie. Ça demande un travail en profondeur. C'est ça qu'il faut subventionner. Identifier tout le monde. On subventionne la production, on ne subventionne pas la consommation. Parce que si vous subventionnez la consommation, c'est contre-productif. Vous subventionnez les PME, PMI qui ont besoin de l'électricité pour créer de la valeur et créer de l'emploi. Maintenant, pour les ménages, il faut faire des réformes radicales. Il faut faire comme certains pays. Il faut accompagner la consommation électrique au Sénégal pour les ménages à revenus faibles avec l'utilisation du système solaire. Moi, j'ai vu dans certains pays, j'étais au Kenya, dans beaucoup de ménages, le gouvernement interdit de brancher des appareils comme par exemple le chauffe-eau, les appareils comme les congélateurs, de les brancher dans le réseau électrique. Ils mettent en place des dispositifs d'énergie solaire. Nous avons beaucoup de soleil en Afrique qui vont prendre ces surcharges d'appareils. Et maintenant, ce qu'on subventionne, c'est l'éclairage. Ce qu'on subventionne, c'est les petits appareils électroménagers, télévision, etc. Ça ne consomme pas beaucoup. Mais on ne peut pas subventionner des ménages qui utilisent des appareils qui consomment beaucoup. Ça reviendrait à subventionner la consommation. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons plutôt subventionner la production. Moi, j'aurais subventionné des structures comme la vôtre, d'autres structures qui créent de l'emploi, qui prennent des jeunes stagiaires, qui développent le secteur en fait, industriel local. C'est ça qu'il faut subventionner. Et réduire les subventions de consommation, aller plus loin, éviter les mesures populistes et agir de façon chirurgicale. Mais le gouvernement demande pratiquement d'avoir plus de 5 000 quelques milliards d'ici 3 ans. Et pour le gouvernement, il faut chercher l'argent, 90% d'argent endogène. Est-ce qu'on peut trouver cet argent au Sénégal? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable parce que ça ne tient pas compte de notre pression fiscale et ça ne tient pas compte de notre élasticité fiscale. Ils vont tout faire et ça va tuer les PME, PMI. Ça va tuer les PME, PMI. Ça va tuer l'innovation. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures improductives là-bas et il y a même des mesures populistes. Quand on prend en compte le recul de l'âge, par exemple, d'importation de véhicules à 10 ans, oui. C'est contre toutes les stratégies du Sénégal. Et c'est contre nos engagements à COP23, COP22, etc. Le Sénégal s'est engagé, même en faisant les terres et les BRT, à réduire l'âge des véhicules importés. Maintenant, s'ils augmentent simplement l'âge des véhicules importés, ils peuvent dire, si ça passe à l'Assemblée nationale,
le Sénégal peut dire adieu à certains fonds verts, à certains financements. C'est contre-productif. On ne peut pas augmenter la pollution et demander des fonds verts pour financer l'économie. Mais cette mesure semble être une mesure attendue par la diaspora. Non, en réalité, ça a commencé parce que le président Abdoulaye Wade a été parvenu, parce qu'il voulait moderniser le Sénégal. Il avait fait reculer, il a fixé l'âge de l'importation à 5 ans. Quand le président Macky Sall est venu, lui aussi, il était porté par la diaspora. Et il a pris une mesure qui était populiste. Il a augmenté jusqu'à 8 ans. Le PASTEF est arrivé au pouvoir, ils ont fait pire. Ils ont augmenté jusqu'à 10 ans. C'est des mesures populistes, contre-productives. Et puis économiquement non viables. Pourquoi? Oui, parce que quand vous achetez une voiture de 10 ans à 5 millions, au lieu d'acheter une voiture de 5 ans à 8 millions, là, vous avez à l'achat une marge de 3 millions. Mais cette marge va être dépensée dans la maintenance, l'entretien de véhicules. Vous serez plus fréquent chez le mécanicien, vous allez dans un an changer de moteur. Donc c'est une mesure qui trompe. On pense qu'on fait de l'économie en achetant les voitures, mais on fait surtout de l'économie à l'achat. Mais quand on modélise sur 10 ans, celui qui a acheté le véhicule de 10 ans dépense plus que celui qui a acheté le véhicule de 5 ans. Oui. Et l'autre contradiction, c'est que récemment, le Premier ministre a dit qu'il a signé un accord avec BMW pour installer une usine de véhicules au Sénégal qui va servir l'Afrique de l'Ouest. Ils ont aussi d'autres usines de montage de véhicules. Et on sait que importer des véhicules de 10 ans, ça va concurrencer déjà ce que nous sommes en train de faire. Donc je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a une contradiction, il y a véritablement un manque de capacité et d'ingénierie économique. Oui, aujourd'hui, face à la situation du pays difficile, où tous les ménages sont touchés par des crises financières, économiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du gouffre? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est que l'État doit travailler avec le secteur privé. Le plan de redressement, le presque qu'on a vu, c'est presque si le secteur privé était écarté. Il faut travailler avec le secteur privé, développer des partenariats publics-privés, subventionner les PME-PMI dans l'énergie et autres, les renforcer, faciliter l'accès au crédit en leur donnant une commande publique. Et maintenant, ça va booster la consommation, ça va créer de l'emploi et créer des filets sociaux. Et les filets sociaux, en réalité, ce n'est pas de distribuer des fonds. On distribue des fonds aux plus vulnérables. Mais les filets sociaux, c'est de créer des petits emplois au milieu rural, c'est de créer des petits projets agricoles au milieu rural. Et c'est ça qui peut nous sortir de cette difficulté. Et je pense que ce gouvernement manque de ce qu'on dit en anglais les quick wins, c'est-à-dire les victoires rapides. Parce que depuis qu'ils sont là 16 mois, on s'attendait au moins qu'ils fassent un coup qui emploie 2000 jeunes ou bien un coup qui rebooste 1000 PME-PMI. Ils ne sont pas parvenus à ça. Mais ça, il faut financer tout ça. Où trouver de l'argent? Ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Où trouver de l'argent pour financer tout ça? Pourtant, ils trouvent de l'argent dans le marché de l'UEMOA pour financer le fonctionnement de l'État. Il faut faire des arbitrages. On est dans une situation macroéconomique catastrophique. Il faudrait aller au bout. On ne peut pas faire tout ce plan-là de 5600 milliards et dire simplement que la contraction de l'État va contribuer à 50 milliards. Vous pensez qu'on peut faire davantage? Il peut faire davantage. En quoi faisant? Non, il peut faire davantage. D'abord, il faudrait réduire les agences. Mais pour cela, je n'ai pas encore vu un pas concret. Parce que pour réduire les agences aussi, on ne peut pas magiquement fermer des agences comme ça sans les évaluer. Il faut évaluer l'impact de ces agences, leur contribution à l'économie, leur contribution au schéma de l'État et faire une priorisation. C'est en ce moment qu'on peut avoir un schéma clair. Mais ce n'est pas parce que vous faites du clientélisme politique, vous regardez le DG, sa tête ne me plaît pas, je ferme son agence, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Ça risque de créer une autre crise. Mais ça doit se faire de manière intelligente. Ils peuvent réduire 60% au niveau des agences. Ils peuvent décentraliser. Il faut inclure les collectivités territoriales. Il faut décentraliser la fonction publique.
et laisser les collectivités locales aller chercher des financements pour financer leur développement. Je pense à Touba. Vous voyez les inondations qu'il y a à Touba. L'État ne peut pas assurer l'assainissement de Touba. Ce qu'il doit faire, il doit aller au bout du statut spécial de Touba. Ils doivent aller au bout de la décentralisation pour laisser Touba, avec son système, aller chercher des fonds, des partenariats avec le fonds saoudien, avec Turquie, avec le Maroc, d'autres pays, pour que les associations aujourd'hui qui travaillent à Touba et qui dégagent l'inondation puissent avoir des leviers financiers pour assainir Touba. Je pense qu'il faut laisser les villes capables et les collectivités capables de faire leur propre agenda de développement. L'État ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il ne peut pas tout faire, surtout s'il n'y a pas la compétence et les capacités qu'il faut. Oui. Et dans ce financement dont on parle aujourd'hui de l'économie sénégalaise, quel est le rôle que la diaspora doit jouer? Parce qu'on avait dit que la diaspora a envoyé tellement d'argent, à la limite, l'argent que la diaspora a envoyé était plus élevé que l'aide publique au développement. Oui, la diaspora envoie beaucoup. Le gouvernement avait un schéma au départ. Moi, j'avais vraiment cru au schéma. Ils ont dit qu'ils vont lancer les diaspora bonds. D'abord, dans le premier plan. Ensuite, ils sont revenus et disent non, ce n'est plus diaspora bond, c'est patriot bond. Mais diaspora bond ou patriot bond, nous n'avons vu rien de concret. Ce qu'il faudrait faire, il faut créer une banque d'investissement, mais il faut laisser les organisations de la diaspora s'en charger. L'État accompagne. Si ceux qui sont dans la diaspora pensent qu'ils vont attendre tout de l'État jusqu'à l'État les appelle pour dire amenez de l'argent, on veut faire ça, nous sommes en retard. Il faut qu'eux-mêmes, ils prennent les initiatives, qu'ils cherchent des partenaires et qu'ils viennent proposer des programmes d'investissement au gouvernement. C'est comme ça que cela marche. L'État ne peut pas tout faire. Surtout dans une situation où on fait face à un problème de crédibilité à l'extérieur, on fait face à un manque de liquidité et nous faisons face aussi à un manque de compétences dans l'administration. Donc il faut que la diaspora fasse de l'initiative, propose des systèmes financiers et amène des projets pour les proposer au gouvernement. Oui, la diaspora, souvent, elle veut investir en Afrique, c'est dans nos pays, mais elle est souvent désillusionnée parce qu'elle se confronte à des difficultés, des fois. Oui, en réalité, c'est l'accompagnement du gouvernement qui manque. C'est l'accompagnement du gouvernement. Souvent, quand vous allez à l'étranger, moi j'ai voyagé beaucoup dans ces pays, c'est surtout de la politique politicienne. Cependant, nous avons des ressortissants qui ont de grands programmes et qui investissent. Moi, par exemple, si je prends l'exemple de ma commune, à Ogo, nous avons quelqu'un de la diaspora qui a investi dans l'hôtellerie et qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Il faut que les gouvernements les accompagnent. Des champions comme ça, pour les accompagner, ouvrir les portes et créer... Maintenant, ceux-là peuvent se réunir pour créer une banque d'investissement. Je pense que si vous voyez le secteur pétrolier, il y a eu des Sénégalais qui ont fait des percées, parmi lesquels la diaspora. Donc nous avons les capacités, nous avons les ressources. L'État doit accompagner. Oui. Laisser les gens travailler. Il ne faut pas qu'ils essaient de tout contrôler, tout faire, politiser, etc. Il faut libéraliser, il faut travailler le secteur privé, travailler avec les champions pour développer le Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le secteur privé sénégalais pour qu'il puisse jouer son rôle fondamental dans l'économie du pays? Mais le secteur privé sénégalais, il faut d'abord faciliter l'accès au crédit. Il faut d'abord créer de la commande publique pour le secteur privé. Il faut pour les petites organisations, les PME, PMI, il faut faire des subventions ciblées, des subventions de production. C'est ça que l'État doit faire. Et c'est exactement ça qui manque dans le plan de redressement économique et social. Il fallait faire des mesures productives. On a des mesures pour mobiliser des recettes. Mais on n'a pas dans le plan des mesures de redistribution et des mesures de production. Quand on parle de production, forcément, nous devons travailler avec le secteur privé, avoir un schéma avec le secteur privé. Vous voyez que la souveraineté, sans secteur privé, c'est un avion sans réacteur. Ça ne va pas bouger. C'est pour cela qu'on parle de souveraineté budgétaire, souveraineté ou illusion budgétaire?
Oui, oui, parce qu'en réalité, la souveraineté, ce n'est pas un discours. La souveraineté, quel est l'indicateur de souveraineté? L'indicateur de souveraineté, c'est la résilience du système. Est-ce que le système sénégalais est résilient? On est exposé au choc financier. Dès que le FMI a gardé ses 1800 milliards, nous sommes paralysés. Dès que le dollar monte par rapport au CFA, nous sommes paralysés. Dès que le système de production international de riz bouge, nous sommes paralysés. Donc, on n'a pas encore un système résilient. Quand on n'a pas un tissu productif, on ne peut pas clamer la souveraineté. Il faut faire de réel politique. Réel politique ne veut pas dire que tu renonces à tes ambitions. Parce que le souverainisme se fait de manière incrémentale, pas à pas. Mais ça ne se fait pas, mathématiquement, on pourrait dire que c'est une suite arithmétique. Ce n'est pas une suite géométrique ou exponentielle où on fait tout le même jour avec des discours, des engagements politiques, des dénonciations. Ça se fait de manière stratégique et incrémentale. Donc, aujourd'hui, si on veut avoir de la souveraineté, il faut cibler des secteurs, essayer de les développer pour être indépendant par rapport à l'extérieur, c'est ça? Il faudrait, la souveraineté d'abord, c'est au niveau de la production. Par exemple, la production de riz, la production, exactement. Des importations. Il faut avoir une production locale, il faut avoir un tissu industriel local. C'est ça, maintenant, avoir une résilience par rapport au système extérieur. Ce n'est pas une indépendance. Nous aurons toujours besoin de partenariats publics-privés. Mais être moins dépendant. Être moins dépendant. Et utiliser la dette concessionnelle de manière pour renforcer la souveraineté. Il faut utiliser la dette concessionnelle avec les bailleurs traditionnels pour investir dans les chaînes de valeur et le transport, comme nous sommes en train de faire. Oui. Maintenant, il faudrait éviter d'aller lever la dette souveraine sur les marchés financiers pour financer le fonctionnement. C'est ça qu'il faut éviter. Parce que la dette souveraine, elle est beaucoup plus chère. Elle est beaucoup plus chère, on la paye immédiatement, le cycle est plus court, et aussi le taux du Sénégal, le Sénégal maintenant est dégradé, a une mauvaise réputation financière, donc recourir à ce système-là, vous voyez l'évolution. Au Sénégal, traditionnellement, la dette concessionnelle était 70%, donc faible taux de remboursement, est payé sur le long terme, avec des décalages. Maintenant, vous voyez, à partir de Macky Sall, nous sommes à 50-50. La dette souveraine, qui est beaucoup plus chère et à payer immédiatement, a pris 50% par rapport à l'ensemble de la dette, et la dette concessionnelle a baissé jusqu'à 50%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le régime de PASTEF? Nous sommes presque à 60% de dette souveraine. Parce que vous voyez, depuis l'année dernière, on lève sur le marché local, on lève sur les banques, etc. Donc ça va augmenter donc, la charge fiscale de remboursement. Vous voyez que dans le premier semestre, le Sénégal a remboursé la dette 80% de ses recettes fiscales. Et ça fera qu'augmenter. Et donc, lorsque nous arriverons maintenant à un niveau où nous remboursons 100% de nos recettes fiscales, ou bien 100% ne suffiront pas, nous sommes dans une situation de non-paiement. Mais est-ce qu'avant d'arriver à cette situation-là, renouer le fil de dialogue avec le FMI devient fondamental alors? Ah mais bien sûr, vous voyez que le plan de redressement économique et social, c'est un signal lancé au FMI, si vous comprenez bien. Mais le FMI et le Sénégal sont en train de travailler sur un audit avec un cabinet privé. Est-ce que vous avez vu le rapport d'audit? Vous qui êtes extrêmement informé. Pas encore. Vous n'avez pas vu. Est-ce que le rapport d'audit a confirmé ce qu'on a? Moi, hier, j'ai vu un expert dire que la dette sénégalaise est à 121%. Waouh! Donc, ce qui va se passer, le FMI sera là dans quelques jours, avant le 31 août. Ce qui va se passer, ils vont analyser le plan de redressement économique et social, regarder les résultats de l'audit et amener un autre. Je pense que le vrai plan de redressement, c'est en ce moment que ça va venir. Et à ce moment, ce plan veut dire quoi? Non, ce plan, c'est un autre ajustement structurel. Comme celui qu'on a vécu dans les années 80? Oui, c'est un autre ajustement structurel qui va venir. Et les lendemains ne sont pas meilleurs.
Parce que la tension sociale est énorme au Sénégal. Je voudrais dire au gouvernement FMI d'être très prudent dans le plan de redressement qui va sortir des négociations en fin août. Parce que les populations sont à bout. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Et le Sénégal doit éviter les émeutes de la faim. Nous sommes dans une sous-région qui est chargée. Et le Sénégal, c'est un îlot de paix. Il ne faut pas maintenant revenir ici avec des plans qui vont impacter le coût de la vie, l'accès aux services de base ou le revenu des plus faibles qui sont déjà impactés négativement. Mais est-ce que les ressources que le Sénégal a avec le gaz et le pétrole et les mines ne peuvent pas atténuer un peu ce pessimisme? C'est goutte d'eau dans l'océan. Je pense qu'ils ont trop communiqué sur gaz et pétrole et le président Abdoulaye Wade les avait avertis. Ça ne rapporte pas toujours ce qu'on espère. Et les marges même seront réduites parce que le Sénégal veut faire gaz to power. Ils veulent utiliser pour l'industrie locale. Donc ça ne vient pas, on a beaucoup parlé de gaz, mais c'est moins de 100 milliards de recettes chaque année. Ça n'a aucun impact majeur sur le budget du Sénégal pour l'instant. Donc il faudrait aussi regarder les choses pour éviter que, comme vous l'avez dit, de raconter des émeutes de la faim qui sont quand même des choses très difficiles. C'est ça que nous percevons. Je pense qu'il faut se préparer. Il faut avoir un discours de vérité aux Sénégalais. Il faut revoir la façon d'administrer. Administrer avec compétence, avec priorisation, réformer l'État, faire une justice sociale. Parce que la justice des audits, des poursuites, c'est bon, mais ça doit être accompagné d'une justice redistributive. Il faut que les gens sentent que le revenu augmente. C'est en ce moment qu'ils comprennent la justice. Sinon, ils vont dire que la justice est à deux vitesses. La justice est à deux vitesses, ça veut dire qu'il y a une justice de poursuite, mais il n'y a pas une justice sociale. C'est ça. Mais souvent, les gens l'interprètent comme opposition contre le pouvoir, mais c'est parce qu'il y a la justice des audits et des poursuites, et là, elle fonctionne bien, mais il n'y a pas la justice sociale de redistribution, et c'est ça les deux vitesses. Merci infiniment à Dr Abdourahmane Ba. Je rappelle que vous êtes statisticien, docteur en management, expert en développement international, suivi évaluation, management, évaluation des politiques publiques. Vous avez publié beaucoup de livres scientifiques, de documents pour parler justement de l'économie. Nous étions avec vous aujourd'hui pour décortiquer le plan de redressement économique et social du gouvernement et surtout aussi quelles sont les perspectives. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.